Alors bonjour à toutes et tous. Donc, comme d'habitude, celles et ceux qui vont en cours savent que la technique ne marche jamais avec moi. C'est encore une fois le cas, mais ça va pas marcher. Donc je vais le faire sans support. Et on va parler d'un sujet qui est a priori assez technique, donc ne prenez pas la fuite s'il vous plaît. Qui est donc la retraite des indépendants. La retraite des indépendants, c'est un élément assez important. Il faut savoir, mais Caroline Mécari en parlera mieux que moi, que les indépendants ils se sont très tôt mobilisés contre ce projet de réforme, puisqu'en fait les premières mobilisations, elles datent du début du mois de septembre, et puis voilà, Caroline Mécari vous expliquera pourquoi les mobilisations sont intervenues très vite. Je voulais commencer mon intervention par faire un point de vocabulaire. Vous avez entendu notamment Sabine utiliser un mot et pas un autre. On a parlé de cotisation et on n'a pas parlé de charge. Alors, je fais ce point de vocabulaire parce que les mots ont un sens et ça positionne dans le rapport à la protection sociale et la façon aussi dont on conçoit la protection sociale de parler de cotisation et pas de charge. Alors, parler de cotisation, c'est renvoyer à une manière de penser la protection sociale avec la question de la façon dont vos cotisations, elles participent ou non à la solidarité générale et au fait de venir participer aussi au service public plus largement. On a en France une fiction qui s'appelle le salaire brut, qui est ce que l'on vous propose au moment où vous êtes embauché et qui est en fait purement fictionnel parce que vous ne touchez jamais directement votre salaire brut. Le salaire brut, voire super brut quand on inclut notamment les cotisations patronales, c'est ce qui sert justement comme base de calcul aux cotisations. Le salaire net, par ailleurs, qui est ce que vous touchez sur votre compte bancaire à la fin du mois, c'est en fait votre salaire direct, sauf que parler de brut, de net, c'est un vocabulaire qui est directement hérité des mobilisations patronales et qui vous donne le sentiment à vous, en tant que salarié, que votre net est en fait un salaire ponctionné, sur lequel on vous a pris de l'argent pour redistribuer par ailleurs. Alors, ça évidemment, c'est encore plus clair pour les indépendants, puisque sauf si, comme moi, vous passez vos dimanches à éplucher votre feuille de paye, mais chacun ses névroses, nous, globalement, on ne s'aperçoit pas de ces questions de charge, et en fait du flux qu'il y a entre le brut, ce que paye le patron, ce que vous payez vous en tant que salarié, et ce que vous recevez sur votre compte en banque. Un indépendant, et c'est bien pour ça que le terme de charge est beaucoup plus fort chez les indépendants, il le voit très directement, puisque lui, il reçoit un chiffre d'affaires, et sur ce chiffre d'affaires vont très directement prélever à la fois les cotisations dites patronales, puisqu'il est son propre employeur, et aussi les cotisations salariales. Ce qui donne le sentiment de charge, qui est beaucoup plus important, et c'est pour ça que les indépendants, ils parlent de charge. Mais les charges, dans le vocabulaire des indépendants, ce n'est pas uniquement les cotisations sociales, ça peut être aussi des frais de fonctionnement de l'activité, etc., etc. Donc il faut bien l'avoir en tête parce que c'est une vraie différence dans la façon de concevoir le rapport à la protection sociale. Ce sentiment très fort d'être directement prélevé quand on est un indépendant et cette conscience qui est beaucoup plus évanescente chez les salariés globalement de ce que représentent concrètement les cotisations. Pour autant, il y a une alternative qui existe, qui est notamment celle de Bernard Friot, qui est de penser un peu différemment les choses et de parler de salaire direct. Le salaire direct, c'est donc ce que vous recevez directement sur votre compte en banque. Et par ailleurs, le salaire dit indirect, on pourrait aussi parler de salaire socialisé ou, concernant la retraite, de salaire différé, puisqu'en fait, quand vous payez des cotisations, vous participez à la fois au fonctionnement général du service public, de la protection sociale, etc., pour les autres, mais aussi pour vous, parce que vous êtes allé à l'école, parce que parfois vous êtes soigné dans les hôpitaux publics, et parce que quand vous allez être à la retraite,
vous allez toucher, par le biais de toutes ces cotisations, un salaire qui est en fait directement hérité de ce fonctionnement global. Donc, les mots ont un sens, et c'est important de s'y arrêter, je crois, et donc je me saisis de cette tribune pour le faire. Alors, on arrive maintenant à qu'est-ce que sont les régimes de retraite à l'heure actuelle. Alors, ça c'est la photographie la plus lisible que je vous ai trouvée, ce qui vous donne une idée de ce qui existe en réalité. Alors voilà, ça c'est la nébuleuse, la mosaïque, d'autres disent le fouillis, des régimes de retraite aujourd'hui, où vous le voyez, il y a des fonctionnements assez différents selon que l'on est salarié, selon que l'on est fonctionnaire ou selon que l'on est salarié. Et au sein de ces trois statuts, il y a par ailleurs des caisses avec elles-mêmes des fonctionnements très différents. Alors comment est-ce qu'on est arrivé à ça ? Ce que semble avoir complètement oublié le gouvernement au moment où ils ont quand même passé 2 ans à se concerter autour de cette réforme, c'est qu'en fait tout ça, et moi je vais m'arrêter plus particulièrement sur le cas des indépendants, c'est le résultat d'une histoire sociale et c'est l'histoire aussi, le résultat de luttes sociales qui ont notamment été particulièrement actives chez les travailleurs indépendants. Alors je vais aller assez vite. Inès en a parlé, il y a d'abord en fait un héritage assez fort de ce qu'on appelle les mutuelles qui étaient organisées par métier avant-guerre et donc selon que vous étiez mineur, selon que vous étiez artisan, selon que vous étiez agriculteur, il y avait des solidarités professionnelles qui étaient constituées et qui permettaient de se protéger les uns les autres au sein du même groupe professionnel. Il y a un attachement très fort des indépendants à ces organisations qui est aussi lié à une forme de mise à distance. Donc là, on est vraiment un peu dans des choses un peu idéologiques, mais qui sont aussi structurantes pour comprendre la protection sociale. Donc une volonté de mettre à distance l'État centralisateur à travers un seul et unique régime qui existerait pour tout le monde, à la fois dans ce que les indépendants appellent la paperasse, donc c'est la mise à distance de l'administratif, et puis aussi la volonté de maintenir certains circuits économiques plus informels, ce qu'on appelle communément le black, qui existent quand même encore de façon importante chez certains travailleurs indépendants et qui permet en fait d'avoir directement de l'argent à soi, qui ne passe pas par les circuits officiels, qui n'est pas imposé, etc., etc. Donc il y a quand même toujours un attachement à ces pratiques-là. En 1945, au moment où la ROC cherche à mettre en place un système uniforme, parce que c'est l'uniformité qui compte dans la perception et la pensée, la philosophie de la ROC, il y a un échec, notamment parce qu'il y a une très forte mobilisation dès l'après-guerre des travailleurs indépendants et notamment des agriculteurs qui ont cherché à se maintenir en dehors du système général. Pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté de continuer à se distinguer, notamment des coopératives ouvrières et plus globalement en fait de ce qu'on appelle l'ouvriérisme et donc de cette idée que ce sont finalement des représentants ouvriers qui vont organiser en lieu et place des travailleurs indépendants la protection sociale. Donc on cherche absolument à se mettre à distance de ça, avec toutefois quand même quelques anicroches dans cette mise à distance qui concernent déjà le risque vieillesse, puisque déjà en 1945 et avant-guerre, il y a, y compris chez les indépendants, des vieux pauvres, notamment chez les artisans et chez les agriculteurs, dont on a assez tôt conscience qu'il s'agit de les protéger. Donc, ce qu'il faut avoir en tête concernant les indépendants, c'est que c'est le fait de rester à côté du régime général, c'est une véritable volonté de se construire en tant que groupe professionnel. Et là, je renvoie aux travaux de Boltanski, notamment sur les cadres, mais du coup de continuer à exister en dehors du régime général et de ses caisses ouvrières, mais aussi au sein même du non-salariat, de continuer à marquer des distinctions, avec notamment des oppositions entre monde des villes, chez plutôt les professions libérales, et monde des campagnes, avec plutôt les professions agricoles. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que volontairement, pendant très longtemps, les travailleurs et travailleuses indépendants, mais surtout les travailleurs, ont eu la volonté d'avoir un niveau de protection moindre. Alors, ils ne sont pas fous, hein, pourquoi ? C'est parce qu'il y a un rapport au patrimoine qui est très différent par rapport aux salariés. Et là, je vous ai mis en fait les derniers résultats de l'enquête Patrimoine et Histoire de vie de 2016 qu'on a retraité avec Sybille Golac
sur une nouvelle nomenclature des ménages où on ne code pas uniquement la personne de référence, qui est donc en général l'homme du ménage, mais les deux membres du ménage, donc et l'homme et la femme. Et là, vous voyez qu'on a tout à gauche les ménages à dominante cadre, ensuite ce qu'on appelle les dominantes intermédiaires, donc c'est les professions intermédiaires dans le privé comme dans le public. Et puis vous voyez la quatrième colonne, c'est les indépendants. Et vous voyez qu'ils ont un niveau de patrimoine beaucoup plus important que celui des salariés, et ils ont notamment un patrimoine professionnel qui est beaucoup plus important, qui s'élève notamment à 35 000 € dans les dernières statistiques, donc qui est vraiment beaucoup plus important que celui des salariés. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, un indépendant, et notamment les agriculteurs, ils sont propriétaires de leur capital de travail. Là, je renvoie du coup à Marx et à la façon aussi dont on a historiquement en France classé les indépendants dans le monde social. Et donc, en fait, comme ils sont propriétaires de leur force de travail et de leur appareil productif, ils détiennent du patrimoine qui régulièrement est vendu à la retraite. C'est notamment le cas pour les agriculteurs. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est épuisant, mais voilà, il y a tout un tas de dispositifs qui existent pour permettre de liquider au moment d'arriver en retraite le patrimoine et de récupérer un capital pour alimenter ses vieux jours. Donc il y a le patrimoine professionnel, et puis il y a aussi des pratiques qui sont spécifiques au groupe des indépendants, d'épargne, et notamment une adhésion assez forte à tout ce qu'on appelle la capitalisation, et donc le fait de détenir des produits financiers, etc. etc. Ce qui n'a pas échappé aux différents gouvernements qui ont pendant de très longues années mis en place tout un tas de mécanismes de défiscalisation qui permettent aux indépendants de pouvoir accéder à certains produits d'épargne défiscalisés, leur permettant là aussi de capitaliser en vue de la retraite. Alors, si vous m'avez suivi jusque-là, c'est tant mieux. On arrive maintenant au mode de fonctionnement des régimes de retraite des indépendants. Et là, je vais volontairement vous livrer une vision très impressionniste des choses, parce que sinon il va falloir 2 jours pour détailler la façon dont ça fonctionne. Ce qu'il faut que vous ayez globalement en tête, c'est qu'au fur et à mesure de l'histoire, il y a des régimes qui se sont progressivement alignés sur le régime général, ce qui est notamment le cas au sein des indépendants, des artisans, commerçants et industriels, parce qu'on a cherché globalement à les protéger de la même manière que les travailleurs salariés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les indépendants se sont aperçus qu'il y a eu une telle force de la salarisation en France et des protections qui sont associées au salariat, qu'il y a eu une perte d'attractivité progressive du travail indépendant. On parle avant les années 90-2000. Et donc, pour maintenir l'attractivité du non-salariat, il y a eu une véritable volonté de certains groupes professionnels au sein du non-salariat, mais pas de tous les groupes professionnels, de s'aligner progressivement sur le régime des salariés. C'est aussi le cas, par exemple, des agriculteurs, qui ont très longtemps bénéficié de ce qu'on appelle le régime d'exception des agriculteurs, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une espèce de crise démographique professionnelle, parce que ça ne vous a pas échappé, il y a de moins en moins d'agriculteurs, et qu'ils aient donc besoin de s'aligner sur le régime général et de bénéficier de certains mécanismes de compensation, mais peut-être que Caroline Mécari reviendra dessus, pour bénéficier de la solidarité nationale. En gros, il n'y a plus assez d'actifs pour payer la retraite des retraités, donc on a besoin d'aller chercher la solidarité en dehors du groupe professionnel pour pouvoir maintenir un niveau de retraite décent des agriculteurs. Il y a aussi des artistes qui ont des caisses spécifiques. Alors pour eux, ce qui va se passer dans le cadre de la réforme actuelle, ça va être assez indolore, et c'est pour ça qu'on les entend assez peu, parce qu'en fait leur niveau de cotisation vieillesse actuel, et j'ai uniquement mis les niveaux de cotisation vieillesse, sont à peu près alignés à 2-3% près sur celui du régime général. C'est en revanche beaucoup plus problématique pour ce qu'on appelle les régimes dits autonomes, qui ont en fait des fonctionnements tout à fait à part du régime général et des autres caisses indépendantes. Donc c'est notamment les professions libérales réglementées, les avocats, qui ont sans doute le régime le plus à part du plus à part, les pilotes de ligne, etc. Alors, ce qui les fâche, et je vais aller très vite pour laisser la parole derrière, c'est 2 choses, notamment chez les régimes autonomes, c'est la hausse à prévoir des taux de cotisation, qui sont jusque-là très faibles, avec en plus une possibilité de choisir son taux de cotisation au sein de son groupe professionnel.
Par exemple, chez les avocats, il y a, sauf erreur de ma part, 5 classes de cotisation qui existent, qui sont à la fois liées à votre niveau de revenu, mais et en fait, vous pouvez choisir jusqu'à quel point vous souhaitez être protégé. Absolument pas. On a une base. Voilà. Donc, il y a cette idée que comme il va y avoir uniformisation, il va y avoir une perte de liberté dans ce choix de choisir son niveau de protection. Et puis, il y avait quand même un régime séparatiste qui était jusque-là plus avantageux, notamment avec, donc là, si on fait un peu de sociologie des professions, une clôture professionnelle qui fait que vous pouvez quand même choisir combien vous faites rentrer de gens dans la nouvelle profession. Il y a aussi, notamment dans les professions libérales et notamment chez les avocats, une démographie professionnelle qui est beaucoup plus avantageuse. Actuellement, chez les avocats, il y a 5 actifs pour un retraité, ce qui permet d'alimenter les caisses et ce qui permet de pouvoir aussi participer à la solidarité nationale via ce qu'on appelle la compensation démographique, qui est un mécanisme qui a été mis en place en 1973 et qui fait qu'en gros, les caisses riches, elles viennent aider les caisses plus pauvres, et notamment celles des agriculteurs. Donc c'est ça qui est actuellement en débat chez les avocats, et je vais donc maintenant laisser la parole à Caroline Mécari qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui.